Bonjour à tous, je vous retrouve avec une petite interruption de quelques semaines. J'ai été malade, voilà, j'en suis désolé. Je suis toujours encore, un peu d'ailleurs, voilà, une espèce de mauvaise grippe, mais je suis pas le seul et puis ma vie n'intéresse personne. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Jérôme Forget. On va parler investissement, on va parler investissement locatif, on va parler surtout investissement dans le meublé de tourisme, plus spécifiquement. Jérôme Forget, c'est un spécialiste, il accompagne en fait des investisseurs dans ce secteur quand même qui est assez particulier. C'est un secteur tourmenté. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une loi en novembre 2024 qui a quand même mis un frein sur un certain nombre d'atouts concernant la location meublée et la location de tourisme en particulier. Et puis, on a une année 2025, qui démarre un petit peu en demi-teinte quand même, sur le financement, la question du financement, la question des prêts. Donc tout ça, Jérôme va nous en parler. On va reparler évidemment de la loi du 7 novembre 2024. Est-ce qu'elle change la donne sur ce plan ou pas ? Là, on a un petit peu plus de recul par rapport à ça. On va aussi parler et comparer location nue, location meublée pour 2025. Dans quoi vaut-il mieux investir? Surtout qu'on a un État qui cherche quand même pas mal à rééquilibrer les choses, pour le dire franchement, plutôt à plomber la location meublée par rapport à la location nue. Donc, le sujet est suffisamment riche pour nous occuper. Donc, Jérôme Forget, mon invité, Passion Immo, c'est parti. Jérôme, bonjour. Bonjour Eric. Alors, très heureux de t'avoir en invité de podcast parce qu'on a une actualité qui est un petit peu calme en ce début d'année 2025, mais elle a été très riche sur les derniers mois de l'année 2024. Alors, sans entrer dans le détail, en tout cas tout de suite, entre cette nouvelle loi de novembre 2024 qui a posé des bases nouvelles concernant la fiscalité du meublé, puis un certain nombre d'obligations aussi liées au meublé, l'absence totale de budget pour 2025. Question toute simple, est-ce que les investisseurs, ils ont la gueule de bois et que ils sont soit attentistes, soit découragés, soit dégoûtés, je sais pas, ou est-ce que finalement tout ça, ça leur passe un peu au-dessus? C'est quoi ton opinion en tant que spécialiste de l'investissement de tourisme? Mon regard, il est assez clair. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, nos investisseurs, ils sont dans un brouillard assez épais. Ils se posent évidemment des questions. Et donc, à partir du moment où ils se posent des questions, ils ont des doutes, forcément, ils freinent leur projet. Et leur projet d'investissement lié à la problématique touristique. Tant qu'il n'y a pas de signaux un peu plus précis de l'économie, de notre gouvernement, des banques par rapport au taux évidemment d'intérêt. On est dans une période où certes il y a des projets qui sont plutôt aujourd'hui prioritairement orientés vers des entrepreneurs qui ont déjà une certaine manne financière, une capacité d'investissement qui est forte. Tous les petits projets ou les projets à fort endettement, c'est compliqué, faut être honnête, c'est très compliqué. Moi, c'est un peu mon quotidien depuis plusieurs mois maintenant, avec des refus de financement, des problématiques, des questionnements liés à la fiscalité, on en reparlera. Mais ouais, on va en reparler. Voilà, Ouais. avec des structures en activité depuis longtemps qui se posent la question même d'arrêter, tout simplement leur exploitation. Donc oui, non, c'est une période qui est très très compliquée et on a malheureusement aujourd'hui peu de signaux qui voudraient nous redonner le sourire et sur lesquels on pourrait se baser pour repartir vers une croissance forte de projets, quoi. C'est clair. C'est pas fou en ce moment, quoi. Tout à fait. À l'heure où on enregistre, nous sommes à la veille. Demain, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale.
à l'issue de laquelle il y aura le dépôt d'une motion de censure et donc déjà on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je suis un peu désolé, voilà, je le fais pas en général d'inclure des considérations politiques à tout ça, mais parce que la politique aussi c'est la vie, hein. C'est la vie qui nous entoure et puis ça a des incidences de toute façon. Donc ça c'est quand même une énorme incertitude. Donc toi déjà première approche, tu vois quand même que ça emballe pas tes interlocuteurs, ce qui est en train de se passer. Alors, on va prendre un certain nombre de problématiques les unes après les autres, puis on va essayer de voir, toi, comment tu entrevois tout ça. Alors, déjà, le financement. J'ai noté, là, dans tes premières phrases, que tu dis, oui, il y a eu des refus, etc. Pourtant, on avait le sentiment que au milieu de l'année 2024, les choses allaient un petit peu mieux pour deux raisons. D'une part, avec des taux de prêt qui quand même baissaient par rapport à la période précédente. Et deuxièmement, des banques qui s'ouvraient un petit peu plus que, pareil, ces 2 dernières années du financement. Alors, quel regard tu as, toi, sur ce volet financement et banque ? Alors, écoute, c'est certain, d'après moi, les relations que j'ai avec des interlocuteurs bancaires et ce que je peux lire dans la presse plus ou moins spécialisée, c'est qu'à la fois les courtiers que les banques sont sur les starting blocks en ce début d'année. Clairement, ces acteurs-là sont chauds bouillants pour réemprunter plus fortement que par le passé, pour avoir des taux qui soient là aussi plus faibles. On sera sans doute, avant quelques temps, pas de retour sur les taux de 2021, hein, qui pour rappel étaient proches de 1%. Ouais. Aujourd'hui, tu l'as très justement dit, Eric, hein, on a eu une tendance baissière en 2024 où, je crois de mémoire, en début d'année, on devait être autour de 4,17 à peu près % sur 20 ans. On est descendu en novembre dernier, je crois, à 3,3, 3,4, quelque chose comme ça. Et donc, bon, il y a des signaux qui sont quand même encourageants, positifs. Et encore une fois, les banquiers veulent de nouveau aller sur des niveaux d'emprunt et de financement qui soient plus importants. Là, sans aller trop dans le détail, mais j'ai récupéré quelques informations récentes sur justement des crédits immobiliers à titre d'illustration. Selon les derniers chiffres de la Banque de France qui ont été publiés ces derniers jours, la production de crédit immobilier hors renégociation a atteint 2,1 milliards d'euros en novembre, alors que c'était que 6,9 milliards d'euros en mars 2024. Donc le volume de crédit immobilier, en effet, est de nouveau élevé. En 2022, il était de 22 milliards. Tout à fait. Donc là, on est sur du... Voilà, c'est ça. Là, on est sur du 10 à peu près. On était sur du 22 milliards en 2022, début d'année 2022, un peu à l'âge d'or, entre guillemets, des financements. Bon, bref. Donc bon, tout ça pour vous dire que il y a le secteur du crédit et de la banque et de l'investissement et du financement, ils sont un peu au taquet sur les starting blocks, tandis que malheureusement, sans paraphraser ce que tu as pu dire et ce que j'ai pu aussi évoquer précédemment, derrière la réalité du taux d'emprunt de l'État français par rapport à la cote de confiance sur les marchés va peut-être encore se dégrader. Donc je vois mal comment les banquiers pourraient peut-être financer sur des taux d'emprunt plus faibles que ce qu'on a aujourd'hui dans les prochains mois, si la note de la France c'est du financement des... Oui, bref. C'est complètement. Jérôme, tout à fait, tu as raison, parce que je fais une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire et qui me semble extrêmement important, c'est qu'effectivement, on était en 2024 sur une tendance à la baisse, mais il n'est pas certain que cette tendance à la baisse se poursuive en 2025, parce qu'effectivement, il y a une inquiétude sur la manière dont la France s'emprunte sur 10 ans notamment. Cette hausse des taux risque d'avoir un impact sur les taux des prêts immobiliers notamment. Voilà, c'est un peu le paradoxe de ce début d'année et tu as tout à fait raison de le souligner. Et je trouve même... Voilà, c'est ça être réaliste, hein, c'est examiner les choses et pas vendre de la poudre aux yeux aussi à ceux qui nous écoutent. C'est ça. T'es plus l'expert de l'IMO que moi, hein, mais c'est vrai que forcément, je regarde aussi ça d'un petit regard. Donc voilà. Malheureusement, nos institutions bancaires sont positives, en tout cas au taquet sur les starting blocks, comme je l'évoquais, mais la réalité du marché va peut-être un peu aller à l'encontre de leur motivation et de leur envie, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais cela dit, à ce stade, en tout cas en janvier, on peut rien dire sur une tendance dans un sens ou dans l'autre. Voilà, en étant extrêmement prudent, en ne frisant ni non plus la vision apocalyptique, ni non Non, plus non, c'est clair, un c'est clair. optimisme béat. Voilà, on peut que constater les choses. Comme tu l'as dit, on avait cette tendance qui était à, quelque part depuis l'âge d'or de 2021. On était à un pic en début 24 à plus de 4% de taux d'emprunt sur 20 ans. On était descendu à du 3,3 à peu près en novembre. Donc on était dans une tendance plutôt favorable. Mais là, on est clairement dans un brouillard, dans un nuage, dans un trouble total. Volonté des banques de dire on lance du financement, on y va. Mais derrière, la réalité, encore une fois, plutôt économique de notre État français, on va faire que on va prendre telle ou telle direction, quoi. Mais aujourd'hui, ni toi ni moi on a boule de cristal, on verra ça dans les prochains mois, quoi. C'est ça. Bien. Là, pour un petit décryptage sur le volet financement, je voudrais maintenant qu'on parle de la loi du 7 novembre 2024, cette loi du 7 novembre 2024, qui a été vécue un peu comme un séisme en matière de location meublée, puisqu'elle abaisse le taux d'abattement applicable sur le meublé de tourisme quand on est au régime micro. Donc, moi, tout simplement, alors sans refaire tout le détail, parce que moi j'ai consacré plusieurs épisodes à cette loi du 7 novembre 2024. Ceux qui nous écoutent peuvent aller réécouter ça s'ils veulent vraiment aller dans le détail. Toi, en tant que spécialiste de la location de tourisme, moi j'ai deux questions en fait. La première, c'est comment toi... Non, plutôt, ma première question, c'est comment toi, tes interlocuteurs, les investisseurs avec lesquels tu travailles, ils ont vécu cette loi au mois de décembre. Et toi, comment tu la vois? Est-ce qu'elle va tout fiche en l'air ou est-ce que c'est un peu plus nuancé que ça? Belle grosse question. Je reconnais. Eric, tu me dis combien on a de temps? Je rigole évidemment parce qu'on pourra en parler en effet pendant très très longtemps au-delà même de notre sympathique podcast. Écoute, premier élément par rapport à la première partie de ta question. Pour moi, je vois deux typologies d'acteurs. Aujourd'hui, dans tout le monde du locatif touristique, et ce que j'appelais moi les traditionnels. Sans être nullement vulgaire, mais pour schématiser, parfois j'appelle ça un peu les papy-mamies, quoi. Voilà. Parce qu'on est sur du profil réellement de propriétaires fonciers plutôt anciens, plutôt retraités, avec une complémentarité de revenus, complémentarité de retraite, garder leur patrimoine, après le transmettre. Ce profil-là, clairement, ils l'ont vu avec un très 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 mauvais regard, avec un impact direct sur leur fiscalité, parce que tu t'en doutes, vous le comprenez je pense toutes et tous, ils sont sur un régime justement de microbique, quoi. Voilà, avec leur abattement qui a été réduit, baisse de leur patrimoine, enfin baisse en tout cas de leur pouvoir d'achat plutôt, pardon. Et donc globalement des questions, quoi. Voilà, des questions sur qu'est-ce qu'on fait de notre grange, qu'est-ce qu'on fait de notre gîte, notre meublé, est-ce qu'on le remet sur le marché du locatif traditionnel sur des baux de plus longue durée, est-ce que carrément on fait une donation ou on le vend, etc. Donc cela, très très mauvais regard, mauvaise nouvelle, beaucoup de questionnements, beaucoup de préoccupations, et l'année 25 est vraiment une année un peu fatale pour eux, à savoir justement vers quel chemin ils vont prendre. Ils vont D'ailleurs, diriger. Jérôme, je me permets une question par rapport à ça. Toi qui les connais, pourquoi ils sont sous le régime micro, qui n'est pas nécessairement fiscalement le meilleur choix? Est-ce que c'est, comme on l'entend parfois, simplicité, et davantage par simplicité que par souci d'optimisation fiscale? Je suis à 100% raison, c'est exactement ça. Ouais. Par totale facilité, par l'histoire. Parce que c'est des exploitants qui sont en activité depuis très longtemps, depuis, 15 ans, 20 ans, etc. Voilà, qui roulent leur petit chemin, qui sont mis sur tel ou tel site internet pour commercialiser, qui louent quelques semaines par an. Bon, voilà, ils sont contents avec ça leur est bien jusqu'à maintenant, sauf que maintenant, par rapport à la problématique de fiscalité, ça leur va moins bien. Sauf qu'entre les 5, 10, 15, 20 dernières années, ils ne se sont jamais posé la question du fait que quel pourrait être un statut plus avantageux. Voilà, ils sont restés là-dedans par simplicité, par confort et basta. Et c'est maintenant, entre guillemets, qu'ils peuvent en effet un peu pleurer en se disant merde, quoi. Il faut peut-être que j'évolue, peut-être que je modifie, mais quoi? Et ils sont sur une totale méconnaissance de ces sujets, quoi. Faut être honnête. Alors, ce qui en soi est, je trouve, toujours intéressant, ça montre bien que
il y a vraiment plusieurs typologies d'investisseurs immobiliers et certains sont pas toujours dans l'optimisation, ils maîtrisent pas tout de A à Z, etc. Ils font des choix, c'est de la simplicité. En fait, ils veulent pas se prendre la tête, quoi. Totalement, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mm. On est vraiment sur ces réflexions-là, quoi. Ouais. Alors eux, en fait, t'es un peu inquiet pour eux, ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. C'est quoi leur C'est action ça, de ouais, vie? Ouais. ils sont concrètement dans l'interrogation parce que c'était des activités, ceux qui tournaient relativement mal, qui étaient peut-être aussi un petit peu en perte de vitesse, un peu à bout de souffle, hein. C'est un peu le profil, tu sais, des gens qui se lamentent, hein. Voilà, je suis moins visible qu'avant sur Internet, les agences de voyage en ligne me prennent trop de commissions, les clients, ils sont de plus en plus compliqué, j'ai un concurrent qui est arrivé à côté de chez moi, bref, tu vois. Donc cela, ça peut être un peu le coup fatal, quoi. De se dire, bon, bah oui, en effet, faut changer. Mais est-ce qu'ils vont changer vers un statut réel? Honnêtement, j'en suis totalement incertain, hein. Je pense qu'ils changeront plus vers soit abandonner, soit clairement commencer à en faire moins qu'avant, quoi, et en faire différemment, à se mettre sur des plateformes d'échange entre particuliers, recevoir plus les amis, louer à des copains. Bon, je dis ça, je dis rien. Mais en tous les cas, voilà, c'est sûr qu'ils vont pas rester comme ils étaient par le passé. Ils vont évoluer vers tel ou tel scénario, quoi. J'avais lu un article, et ça m'intéresse là encore que tu me dises ce que tu en penses, où le journaliste expliquait, oui, mais est-ce qu'on n'a pas un risque que finalement certains, bon, qui travaillaient de manière tout à fait légale, ils faisaient leurs déclarations, etc. Ils risquent pas finalement de bosser un petit peu au black, quoi, pour parler franchement. Bah écoute, tu parles plus franchement que moi pour une fois. Je sais pas le dire, mais tu as compris dans mes quelques mots précédents qu'en effet, je sous-entendais légèrement ce type de comportement, quoi, et d'action, c'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, certains se cachent pas, hein, en off avec moi, ils disent voilà, Jérôme, moi, je vais accentuer en effet une partie un peu non déclarée, hein, un peu grise, hein, pour pas dire plus, en off avec certains de mes voyageurs, quoi. Voilà, c'est sûr. Ça va être là aussi sans aucun doute un retour un peu de coup de bâton de cette réforme, quoi. Après l'évaluer plus précisément, on en est incapable, mais c'est sûr qu'il y a certains de ces acteurs-là dits traditionnels dans mon jargon qui vont alors que tu l'as très bien dit, alors que c'était même dans leur propre feuille de conduite, hein, et éthique. Pour eux, c'était important d'être toujours dans les clous, avec les taxes de séjour, différentes taxes foncières, CFE, j'en passe et des meilleurs. Ils ont tout payé rubis sur ongle. Bah, ils me disent, bon, maintenant, faut arrêter les conneries, quoi. Maintenant, on va peut-être en faire différemment et peut-être tel client. Bon, je vais pas forcément lui faire un contrat en bonne et due forme. Je vais pas forcément lui demander de me payer par virement. Un peu d'argent direct. Voilà, ça risque d'être une des conséquences directes, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Bien. Alors là, tu nous fais part du désarroi, en fin de compte, d'un certain nombre d'acteurs, les plus petits, Ouais. Ce qui sous-entend que les plus gros acteurs, finalement, la loi aura peu d'impact sur eux. Tu le sais, hein, tes auditrices, auditeurs, je pense, ceux qui t'écoutent l'ont appris, hein, c'est une réalité, c'est sûr. C'est clair qu'aujourd'hui, si je pense qu'à ma petite paroisse, hein, moi j'accompagne essentiellement des acteurs qui sont les acteurs professionnels. Donc sont à l'inverse, hein, de nos tradis, moi je les ai appelés les néo-professionnels. Bon, ça fait des années qu'ils sont néo, donc maintenant je dirais plutôt les professionnels tout court, mais des porteurs de projets qui sont généralement qui sont en reconversion, mais qui sont issus de grosses carrières professionnelles passées, et ou qui sont, je veux dire, bien calibrés là-haut, qui ont eu une formation spécifique, qui ont peut-être une formation de learning, qui écoutent sans doute différents podcasts dont le tien, qui sont éduqués, qui vont chercher bonne information, et qui sont en effet structurés, hein, par des SCI, par des sociétés d'exploitation, et donc qui par définition devront être très très peu, pour pas dire pas du tout, concernés par la réforme fiscale. Parce qu'ils sont déjà au réel, tout simplement. Donc ils sont eux à l'inverse, hein, je vais pas dire qu'ils se frottent les mains, quoi, mais clairement ils se disent bon bah nickel, quoi, des pseudo petits concurrents que j'avais historiquement à droite à gauche, bon bah ceux-là, je pense que je les aurais moins. Je pense que l'offre va peut-être un peu se contracter un minimum, et ça permet de faire du ménage, quoi. Ça permet de faire un petit peu le tri vers davantage de professionnalisation de notre secteur d'activité.
Et quand je te dis ça, j'émets aucun jugement, hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et je pourrais te dire, ouais, bah, pour moi, c'est génial parce qu'il y a de plus en plus de pros maintenant, donc j'aurai de plus en plus de clients. Par chance, aujourd'hui, bon, j'ai pas forcément besoin davantage de clients, en totale humilité. Mais voilà un peu le regard que je pouvais te porter par rapport à ça, suite à cette fameuse réforme qui a fait couler tant d'encre. Ouais. Parce que je crois qu'il faut le dire, la loi de novembre 2024 ne touche en aucun cas au régime réel et aux atouts du régime réel. Hein. On aurait pu penser que, alors, une réforme ultime, très rentre dedans, aurait pu, hein, après tout, pourquoi pas aller là-dedans. On supprime notamment enfin bon, voilà, bon, ça serait compliqué juridiquement de le faire, mais ça c'est un autre problème. Voilà, mais on touche pas du tout à tout ça. Donc en définitive, la niche fiscale que représente le meublé, quand on est au réel, elle demeure. Exact. J'allais te dire énorme, quoi. Énorme dans le sens qu'en effet, elle est, elle est très, 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 très conséquente. Et aujourd'hui, la question se pose quasiment plus. À part vraiment pour les tout petits acteurs et les petites actrices qui sont sur quelque chose de très modeste. Les autres, maintenant, le niveau de chiffre d'affaires qui était pour moi intéressant pour basculer sur ce type de statut par rapport à des investissements qui étaient derrière et des potentiels travaux rénovation, aujourd'hui, voilà, il n'existe quasiment plus, quoi. Aujourd'hui, que peu importe quelque part ton niveau d'activité, à quelques euros près, tu bascules sur un régime réel, tu te poses plus la question, quoi. C'est clair. Ouais. Alors justement, je voudrais qu'on reste un petit peu sur le régime réel. Toi, tu conseilles quand même à ceux qui veulent faire de la location meublée de prendre le réel. Est-ce que selon toi, il y a quand même des contraintes sur le plan comptable, etc. Bon, qui sont des contraintes difficiles à appréhender pour quelqu'un qui maîtrise rien, ou est-ce que finalement, bon, c'est quelque chose d'assez surmontable? Comment tu vois ça? Parce que je me méfie parfois aussi de l'apparente facilité de choisir fiscalement, bon, notamment un régime réel. Je me dis que parfois il n'est pas nécessairement à la portée de tout un chacun qui ne maîtrise aucun des rouages sur le plan fiscal, comptable, financier. Écoute, tu as totalement raison. Je te refais cette segmentation digne d'un collégien pour pas lui faire offense entre nos tradis et nos néo-pros, quoi. Historiquement, c'est les gens qui chaque année vont vouloir encore aller physiquement au centre des impôts, quoi. Tu Oui, vois, oui. qui sont complètement à la fois délaissés, qui n'ont pas l'info, sont pas encore hyper digitalisés non plus sur Internet, et qui se posent beaucoup de questions. Donc cela, si tu le bascules sur du réel, là aussi, c'est la tachycardie, c'est l'AVC, ça va être compliqué pour eux, quoi. Donc, ceux-là, oui, méfiance et difficultés, et il faudra vraiment les former, les accompagner, les sécuriser avec sans doute des cabinets comptables, des gens dans la gestion, dans la fiscalité, qui pourraient vraiment les assister, les aider. Ensuite, il faut être honnête, hein, à part cette typologie-là, qui reste réelle, mais qui va s'amoindrir, je pense, année après année, la typologie des néo-pros, ceux-là, seuls, entre guillemets, accompagnés d'aide, de tutos, podcasts, YouTube, bon, tout ce que tu veux dans le côté information filtrée de qualité, hein. Pas toutes et tous les pseudo-influenceurs, hein, évidemment, mais voilà, donc on est capable de faire aussi le tri un petit peu là-dedans. Pour moi, une partie peut vraiment se débrouiller solo avec sa déclaration, émancipée, impôt, avec voilà, tout ça. Bon, après, et là, sans dévoiler aucun secret, hein, je pense qu'il y a d'autres acteurs dans ces néo-pros qui se diraient bon bah voilà, moi je comprends et j'y vais, mais par contre j'ai pas envie de faire. Donc t'en as certains qui vont dire ok, bah moi je comprends, j'y vais, mais j'ai pas envie de faire. Ils vont faire appel à un expert comptable pour sous-traiter la déclaration, pour être sûr qu'ils font tout bien dans les clous, dans les normes, entre les notions justement de charge, qu'est-ce qui est intégré dans mes factures que je vais pouvoir aussi mettre dans ma déclaration, par rapport à mon amortissement sur X années de mon bien immobilier, de machin, bon, voilà, tu vois. Je pense que il y a certains pros qui seraient aussi dans cette tendance-là de dire je vais quand même me faire aider, quitte à payer en effet quelques euros par an un comptable, expert comptable ou autre, pour vraiment être certain que je commette aucune erreur, parce que en effet c'est simple pour certains, c'est compliqué pour d'autres, mais il faut pas se tromper, quoi. Voilà, faut pas se tromper, et entre le régime microbique où tu avais juste une case à remplir et le régime réel, en effet, c'est quand même plus compliqué le régime réel, quoi. C'est une certitude, quoi. Là-dessus, il y a pas. Ouais.
Et comme tu le soulignes, on en revient à la notion d'accompagnement, du sérieux de l'accompagnement. Tout n'est pas génial sur ce marché de l'accompagnement, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une affaire en ce moment, pas très très loin de chez moi, puisque je suis à Dijon et donc dans le Doubs Jura, voilà, un influenceur. Pardon ? C'est vers Besançon peut-être Ouais, tout à fait. Ouais. Un influenceur qui s'est fait un petit peu épingler, puisqu'on est sur une instruction judiciaire actuellement. Hein, voilà. Donc, qui montre bien que dans ce domaine, voilà, il y a des gens sérieux, même extrêmement sérieux, et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas, ça très très clairement. Et je me mets toujours à la place de la personne lambda, voilà, qui reçoit beaucoup d'informations, qui est sur les réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une vraie difficulté à identifier qui sont les bons accompagnateurs. Merci pour cette petite parenthèse. Moi, c'est un terme que j'aime bien, qui n'est pas de mon fait, je ne sais pas qui l'avait nommé ainsi, mais c'est l'infobésité. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait. L'infobésité, c'est qu'aujourd'hui, et ce qui est très bien, quoi, hein, l'information, c'est totalement démocratisé. Hein, tu en es la preuve par ton podcast savoureux. Oui. Voilà, il y a plein d'autres sources, hein, réseaux sociaux, YouTube, newsletter, blog, etc., etc. Sans faire le vieux crouton, mais quand j'ai créé la boîte, moi, en 2010, tu vois, il y a 15 ans maintenant, avec newsletter et blog, j'étais déjà entre une rockstar et l'influence se limitait à ça et j'avais quelque part aucune concurrence, quoi. Bon, aujourd'hui, même si je suis un vieux briscard de 15 ans, ma seule notoriété et mes seuls clients, je ne vais pas dire qu'ils ne suffisent plus, mais il faut aussi quelque part que je me renouvelle pour faire face à une entre guillemets concurrence, entre guillemets, parce que certains, sans aucune là aussi arrogance, hein, je dirais que certains n'ont pas forcément mon expertise, sans parler de mon expérience de plus de 15 ans maintenant, mais ils sont tellement bons sur les réseaux sociaux, je sais pas, tu vois, qu'ils pourraient te vendre une télévision en aveugle, quoi. Ah, mais complètement. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai que parfois, moi, ça a pu me perturber sans faire ma psychologie à 2 balles. Mais c'est aussi pour ça, voilà, que je me dis que je suis content que tu m'interviewes pour que je puisse aussi être dans un canal moderne de communication, quoi. Oui. Et puis c'est à chacun aussi à prendre ses responsabilités. Moi, je sais, je le dis sans me vanter, hein, c'est pas ça, c'est pas mon registre. Hein, mais je pense que c'est à chacun, quand par exemple on anime un podcast, de sélectionner aussi ses interlocuteurs, de pas inviter n'importe qui, d'inviter des gens qui ont une parole sérieuse, rigoureuse. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Et je refuse parfois des demandes d'interview parce que j'estime que non, la personne n'a pas des garanties suffisantes de sérieux. Et je suis étonné aussi sur une chose, c'est parfois la crédulité du grand public. Je vais le nommer, moi j'ai pas aucun souci avec ça, surtout que c'était relayé dans la presse. Le fameux influenceur de Besançon, qui était épinglé par la justice. Il y a une instruction qui a démarré. Son surnom sur les réseaux sociaux, c'est Tom Monopoly. Et je suis assez sidéré quand même qu'un investisseur fasse confiance à quelqu'un qui se surnomme Tom Monopoly. C'est quand même un jeu de société où le sérieux, ici, il est quand même... non, mais il y a des gens qui font confiance, quoi. Et c'est quelque chose qui m'étonne quand même. C'est vrai. Alors, je voudrais qu'on embraye, et on va terminer par là, sur la loi de finances, ou plutôt sur l'absence de loi de finances. Moi, j'aimerais que tu nous dises si ça a un impact, là encore, sur cette situation un petit peu bizarre qu'on est en train de vivre. Moi, je vais donner un exemple quand même, parce qu'on pourrait se dire, bon, après tout, voilà, la loi de finances n'a pas été votée, il n'y a pas mort d'homme. Bon, oui, après tout, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. Moi, je prends un exemple. Loi de novembre 2024, elle a abaissé le seuil pour le régime micro, enfin, en tout cas, l'abattement, et le seuil, d'ailleurs. Et il était question dans les discussions de l'abattement sur la location nue, de telle sorte, qu'on ait quelque chose d'un peu équilibré. D'un côté, on rendait moins attractif la location meublée, mais de l'autre, on essayait de rendre plus attractif la location nue. Manque de bol, il n'y a pas de loi de finances, donc
on a quelque chose qui est un petit peu bancal. Donc voilà, donc ma question, est-ce que cette absence de loi de finances, alors tu as un peu répondu au début, hein, mais comment toi tu le vois, est-ce que ça permet d'avoir une moindre visibilité quand même sur la pertinence des investissements, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire dans les mois qui viennent? Ou est-ce que c'est à la limite sans incidence? Mon cœur balance un petit peu. C'est vrai qu'on est quelque part enfin maintenant face à la réalité de cette fameuse réforme de novembre dernier. Donc ça a déjà été tellement long, je crois que ça a duré 1 an, voire 1 an et demi, quoi. Hein. C'est ça. Ouais. Tu vois, pour qu'ils accouchent de quelque chose. Après forcément déception, hein, par rapport à, pour moi, hein, sans faire mon côté militant, mais et je fais une mini parenthèse par rapport au fait qu'il y a une typologie d'acteurs, moi, qui m'est chère, ce sont les chambres d'hôtes, tu vois, qui ont été intégrés dans la réforme, un peu à la dernière minute, alors ce qui n'était pas forcément prévu. En tout cas, c'était pas les bruits que j'avais pu moi avoir, et qui se retrouvent maintenant aussi avec un abattement minoré sur le même niveau que les tourismes. Bon, donc ça, c'est vrai que là aussi, bon, c'est un peu déroutant, et il y a aussi des pauvres, j'ose dire, propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes, pardon, pour le coup, qui se posent réellement la question, qui ont mis en stand-by leur projet, qui vont plus le faire. Donc là, il y a un impact qui est assez important. Tout à fait. Sur le volet chambre d'eau, autant le reste, bon, il y a une certaine logique, on veut rééquilibrer le marché. Sur le volet chambre d'hôte, moi, j'avoue, j'ai pas compris. Enfin, vraiment. Ouais, non. Ouais. On a tous rien compris. Gîtes de France, les premiers, qui ont, je crois, depuis rencontré, c'était en décembre, notre maintenant ministre du Tourisme, hein, parce qu'elle a été, évidemment, elle a évincée, écartée, elle n'est pas renouvelée dans son poste. Et voilà, bon, ça c'était une mini parenthèse. Ouais, mais importante quand même. Mais oui, je pense, parce que c'est vrai que voilà, là-dessus, ça montre là aussi un peu le brio de nos hommes et femmes politiques, et malheureusement sans doute un peu d'influence, pour pas dire le lobby qui a dû jouer derrière. Mais bon, ça aussi c'est en off et ça regarde que moi. Bref, donc bon, on est acté avec malheureusement des décisions encore une fois discutables, hein, et celle de la Chambre d'hôtes en est une parfaite illustration. Ensuite, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que le problème dans tout ça, c'est que il n'y a pas un embellissement quelque part de la location classique vis-à-vis de la location de courte durée meublé tourisme. Aujourd'hui, il aurait fallu avoir davantage de séduction, hein, pour les propriétaires bailleurs dans ce type d'exploitation de leurs biens, et sans aller trop dans un côté boule de cristal. Ce qu'on peut voir sur certains territoires français ou sur certains territoires étrangers qui ont voulu légiférer, réglementer assez drastiquement les meublés tourisme sans rééquilibrer derrière avec les meublés classiques, c'est qu'au final, l'impact sur les loyers, l'impact sur les logements vacants, l'impact sur le logement global est quelque part catastrophique, et pas du tout à la hauteur des attentes qui étaient soi-disant promues, affichées par les femmes et les hommes politiques, et que c'est un retour de bâton terrible à tous les niveaux, quoi. Pour ceux qui veulent se loger, peu importe, hein, pour les étudiants, pour les personnes un peu plus âgées, pour les primo-accédants, et qu'il n'y a pas du tout la promesse qui est là, et que je pense que si jamais vraiment, quoi, le côté locatif longue durée, ça aurait été vraiment quelque chose mis sur la table, des grosses réflexions et des lois qui auraient été votées dans ce sens-là. Là, ça aurait tout redistribué, quoi. Mais tant que c'est pas le cas, honnêtement, je suis ni défaitiste ni optimiste, hein. J'essaie d'être assez rationnel, et au fond de moi, mon caractère verrait toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais bon, force est de constater que je suis pas forcément confiant, optimiste, hein, par rapport à ce flou dans lequel on est encore aujourd'hui, et par rapport à la loi qui a été votée, elle qui est bien concrète en novembre dernier, quoi. Je pense que concrètement, il y aura pas forcément moins d'offres sur Airbnb qu'il y en a aujourd'hui. Je pense qu'en effet, il y aura sans doute malheureusement de plus en plus de blacks et de gens qui vont commercialiser en off leur structure pour ne pas payer d'impôts, pour ne pas déclarer de taxes de séjour. Et pour le coup, il n'y aura pas forcément plus de biens sur le marché, il n'y aura pas forcément plus de propriétaires qui vont louer sur des baux classiques longue durée pour tout type de Français qui voudraient se loger, quoi.
Bon, donc bref. Ouais, mais non, mais complètement, parce que on a un problème majeur qui est une pénurie de logements. Et moi, c'est parfois un discours que paradoxalement je tiens à mes étudiants en fiscalité, tu vois, où je leur dis la technique fiscale quelque part, c'est pas le souci, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on veut en faire et dans quel objectif on prend telle ou telle décision. Voilà, et c'est là je te rejoins totalement. C'est-à-dire, je ne vois pas en quoi ces décisions qui viennent d'être prises vont résoudre cette problématique qui devient une problématique dramatique, hein, parfois de pénurie de logements. Alors pas sur l'ensemble du territoire, hein, voilà, c'est assez contrasté. La fiscalité, c'est pas une fin en soi. La fiscalité, c'est juste un outil pour améliorer le quotidien et le mieux vivre ensemble. Alors moi, j'ai peut-être une vision un peu idyllique des choses, mais c'est vrai que si on oublie à un moment donné la finalité des choses, je pense qu'on perd la dimension politique au sens noble des choses. C'est certain. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. La chose qui peut être là, par rapport à ce qui a été voté, pertinente, sous certaines conditions, c'est la boîte à outils qui est mise à disposition pour les comités de communes, pour les communes, pour les villes, pour les agglomérations. C'est une chose que je vois à La Rochelle, pour nommer ma petite entre guillemets ville, hein, ville de taille moyenne. Hein. Je crois que la ville c'est plus de 70 000 habitants, l'agglo c'est 170 000 à peu près au niveau de La Rochelle. Je pense que Dijon doit être un peu plus puissant entre guillemets, un peu plus gros que ça. Un petit peu, je pense. Mais pour te dire que voilà qu'ici, sans citer comme un exemple, hein, voulant pas faire ni d'amis ni d'ennemis à l'échelle de ma commune, hein, voilà, il y a certaines choses qui sont intéressantes en termes de dispositifs par rapport aux propriétaires. Pour essayer autant faire se peut, étant donné qu'on a une vie quand même très universitaire, hein, très jeune, très dynamique d'un point de vue au niveau, voilà, des jeunes en formation professionnelle, pour tu vois un peu si tu veux pas totalement pénaliser le tourisme, mais dire que le propriétaire a intérêt de louer à des étudiants l'année et ensuite a une possibilité d'ouvrir sur du locatif touristique l'été. Tu vois, ça typiquement, sans aller dans les détails fiscaux, parce que je connais pas forcément très bien tout ça, mais comment tu peux t'insérer dedans? Est-ce que tu as main de contourner? Est-ce que c'est pour tous les logements? Je crois qu'il y a une notion de superficie, tu vois. En dessous ou au-dessus de telle superficie, tu peux aller dans ce genre de programme ou pas. Mais bon, là, ce que je me dis en espérant que l'échelle plus territoriale, tu vois, à savoir les villes et les comités de communes, d'agglomération et autres, peuvent, elles, peut-être mieux comprendre leurs problématiques de logement. Et là, non pas jouer le rôle de l'État ou aller contre ou se faire, tu vois, entre guillemets, le répondre au manque de l'État qu'on a parlé précédemment. Je me dis peut-être que là, autant faut-il que ça soit voté au conseil municipal, autant après aussi faut-il qu'il n'y ait pas forcément d'action, comme ça peut être le cas aussi de légal mené contre elle par certains lobbies, pour pas appeler ça des lobbying Airbnb, mais voilà, qui peuvent en effet aller contre. Et tenter de mettre une action en justice par rapport à des réformes plus territoriales. Là, c'est un petit vœu aussi que je fais. Ouais. J'espère que les choses pourront être un peu plus, tu vois, équilibrées. Non, mais je te rejoins assez. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un volet un petit peu technique de la loi, mais qui, pour résumer, donne davantage de pouvoir aux maires et notamment à des communes qui jusqu'à maintenant n'avaient pas cette possibilité, donc des plus petites communes. Donc ce qui est une manière que l'État dise, bon ben voilà, on a un problème et on vous donne, tu as employé le terme boîte à outils, c'est tout à fait ça, on vous donne des possibilités. Bah maintenant c'est à vous de voir. Et on sait déjà qu'il y a des communes qui vont utiliser, puis il y a d'autres communes qui disent, bah nous on n'est pas concernés sur notre territoire, donc on va pas faire particulièrement quelque chose dans ce domaine. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein, quand même, pour pas avoir une vision purement négative des choses. Voilà. C'était peut-être pour finir sur une petite note d'optimisme, Eric. Tout à fait. Je voulais justement, en conclusion, tu vas me dire si je trahis ou pas ta pensée, parce que c'est important. Moi, j'ai l'impression que de cet échange, ce qu'il faut en retenir, c'est l'allocation meublée, elle est pas morte en termes d'attractivité fiscale du tout, mais elle risque de davantage se concentrer dans les années qui viennent vers des gens qui sont plus professionnels et en tout cas ça risque de laisser un petit peu sur le côté des gens qui faisaient ça en à côté sans trop se prendre la tête. Est-ce que je réduis ta pensée en résumant les choses ainsi? Tu es ma bonne conscience et tu es juste dans ces propos que je valide à 100%. Ouais. Eh ben parfait.
Eh bien Jérôme, je te remercie infiniment de cet échange, de ton éclairage et de cet accompagnement toujours avec beaucoup de mesures, ce qui est très intéressant. Merci Jérôme et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt, au revoir.